Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Marvin Lotzi-Lutonadio et je suis très heureux de vous présenter un numéro consacré ici à une cause noble, l'autisme. Vous savez ce que c'est que l'autisme? Nous voulons vous en parler. Et il n'y a pas mieux que le mois de décembre pour pouvoir choisir ce cadre de l'hôtel intercontinental afin de vous présenter, mesdames et messieurs, une femme, une Congolaise, une mère de famille qui a décidé de faire de l'autisme son combat à travers son association. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Je vous emmène dans l'univers de l'intercontinental qui nous reçoit ce jour afin de vous présenter mon invité du jour. Et ça se passe maintenant dans Caféine. Suivez-moi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Caféine, le café de l'actualité. Je suis Marvin Lotzi-Lutonadio et je suis très heureux de toujours vous présenter un nouveau numéro autour d'une thématique, autour d'une problématique, pour ne pas dire autour de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons d'une pathologie maladive qui touche un bon nombre de familles dans nos communautés, au sein de nos pays, mesdames et messieurs. Nous parlons du trouble du spectre de l'autisme, autrement dit TSA, l'autisme, comme on le dit dans nos sociétés. Qu'est-ce que l'autisme? Comment cela arrive-t-il à impacter nos familles? Et pour ne pas dire, selon l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 160 est victime ou souffrant de l'autisme, ce qui notamment se caractérise par un déficit émotionnel au sein du comportement de l'enfant. Mais je ne suis pas seul pour en parler. Je reçois dans cette émission, mesdames et messieurs, une femme qui en a fait le combat de sa vie. Par ses convictions et aussi par ses valeurs, mais par son vécu, elle a créé l'association, une association qui milite et qui sensibilise pour l'autisme, mesdames et messieurs. Je reçois pour vous ce jour Madame Madina Cedela Tati. Bonjour, Madame Bonjour. Tati. Bonjour. Vous avez créé Cedestone, l'association Cedestone, mais avant d'arriver à Cedestone, d'où naît cette belle aventure ou ce combat de votre vie? Alors, je me présente, je suis Madame Tati Cedela et je suis la présidente de l'association Cedestone qui aujourd'hui lutte pour accompagner et sensibiliser sur l'autisme au niveau du Congo-Brazzaville particulièrement. Alors, d'où est née cette vocation et cette envie de se battre pour l'autisme? Il faut dire que je suis mère avant tout. Et je suis mère de 3 enfants, dont le premier est autiste. Donc, ayant une carrière déjà dans le tourisme, qui impliquait se déplacer quotidiennement, l'arrivée de mon fils a bouleversé tout mon univers. Naissance normale, un fils qui arrive au monde comme tous les autres petits garçons, pas de difficultés, pas de problème lors de la grossesse, pas de signes, rien. C'est le premier petit-fils de la famille, on est tous heureux, premier enfant pour nous, le couple. Et on se dit, un an, bon, il va faire les choses à son rythme. Un peu capricieux, il ne veut pas jouer avec les autres, il ne communique pas souvent et très restreint dans ses activités. Par exemple, jouer avec un dinosaure, le même dinosaure, tourner autour de la machine à laver, donc rester, mais vraiment un intérêt très restreint sur les activités. Mais ça ne nous alerte pas plus que ça. Donc de suite, vous n'êtes pas alerté. On n'est pas alerté, parce que pour nous, c'est le premier petit-fils de la famille, comme j'insiste, et on se dit, voilà, il est capricieux, c'est le petit-fils que tout le monde veut avoir dans les bras, et on n'en fait aucun souci. Et à l'âge de 3 ans, on commence à ressentir la différence. On se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Après, on dit toujours que les petits garçons sont plus en retard que les petites filles. Les petites filles, elles sont très actives. Et là, on le voyait sur lui. Il a été propre à temps. On n'a pas eu de souci pour qu'il soit propre. Mais par contre, au niveau de la communication, on sentait qu'il n'interagissait pas. Il n'interagissait pas du tout. Donc, il était dans on ne va pas dire un monologue, parce qu'il avait commencé à parler, mais il ne s'appropriait pas notre langage, pas nos codes. Donc il parlait souvent, il imitait souvent par exemple les dessins animés. Oui, qu'il aimait à l'époque, et toute sa vie tournait autour de... Et quand il conversait,
En fait, il racontait en boucle un dessin animé qu'il avait suivi dans la journée ou au quotidien. Donc, il n'y avait pas d'interaction entre les amis. Déjà, il n'y en avait pas. Donc, c'était très difficile de le ramener au parc parce que le parc était source d'angoisse pour lui. C'était où il mordait les autres sur le toboggan, où il fallait se mettre à l'écart pour jouer. Et jusqu'à là, on n'a pas, voilà, on met aucun nom, on se dit, quand il ira à l'école, tout ira bien. Mais en fait, c'est là où commence le parcours du combattant pour moi. Alors finalement, arrive quand est-ce que vous êtes du moins tenu à informer du diagnostic et comment est-ce que vous avez pu surmonter cela? Alors, le diagnostic, il est arrivé très tard. D'accord. Très tard. Pourquoi? Dans la mesure où on n'est pas avisé sur son enfant, on refuse qu'on mette une identité ou quelque chose de différent. Donc, on scolarise l'enfant ici en France, mais la scolarité ne se passe pas bien. Ils n'arrivent pas à nous dire qu'il faut aller voir. On parle même à un moment donné, on nous demande si on ne tape pas sur l'enfant. Parce que l'enfant a des attitudes, un comportement qui ne correspond pas. Et le papa et moi, on se dit, bon, quand ça commence comme ça en France, il faut commencer à trouver une solution de secours, vu qu'on est tous les deux occupés par nos métiers. Il faut l'envoyer en Afrique, auprès de la belle maman, pour voir comment il va s'en sortir. Effectivement, donc ce petit repli nous arrange, mais de l'autre côté, il y a un problème qui se manifeste. Les grands-parents voient qu'il est différent, parce que les grands-parents ont une expérience. Ils voient qu'il est différent. Mais comment nous l'expliquer? Là, ils nous disent, à ce moment-là, il faut quand même le ramener en France pour voir. On se dit non. On a envie, en tant que personne de la diaspora, on a fini nos diplômes, on veut rentrer, on veut aller travailler au Congo, ce qui était le cas pour le papa. Et pareil pour moi, je trouve du boulot au Congo. Mais malheureusement, arrivé au Congo, on est confronté à ce problème de scolarité. Parce que 5 ans, il faut qu'il aille à l'école. Et on fait une inscription à l'école, mais il n'y a pas les acquis. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est l'école française qui nous dit, il y a un problème. Il nous faut une AVS. On se dit, une AVS, c'est quoi encore? Et pourquoi il ne peut pas aller à l'école normalement comme tout le monde, et surtout qu'on doit payer l'école française à l'étranger? Pourquoi il ne peut pas aller à l'école normalement comme tout le monde? Il nous explique que le petit a un souci. Donc pour cela, il va falloir rencontrer un psychomotricien, un spécialiste, donc dans psychomotricité, et un pédopsychiatre ou un psychologue. On se dit, mais pourquoi il faut tout ça? Et un orthophoniste aussi, c'était les conditions. Il y avait 3 conditions. On se dit, il faut commencer à rechercher, parce qu'on ne veut pas que l'enfant reste à la maison. Mais en attendant, il faut bien trouver ces personnes-là. Et il faut avoir les moyens. Donc on se dit, au Congo, au niveau du Congo, vu le mode de vie, comment on fait? Il faut quand même les avoir. La psychomotricienne, je me souviens à l'époque, c'était 65 000 francs CFA. L'orthophoniste, c'était 35 000. La psychomotricienne, elle était suédoise. C'était la seule d'ailleurs sur la ville de Pointe-Noire. Et le psychologue, un Congolais, à l'époque, prenait 65 000 aussi pour la séance. Donc vous imaginez dans la semaine... Ça traduit un peu la difficulté que peuvent rencontrer certaines familles qui sont confrontées à ce genre de situation. Mais on n'a toujours pas un nom sur ce qui se passe. On sait qu'il y a un retard, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais rien n'est posé. Finalement, vous avez un nom quand vous arrivez en France. Finalement, quand on revient en France, donc j'ai été obligé de lâcher mon emploi, de faire comprendre à mon employeur au niveau du Congo que le contrat ne pouvait pas aller plus loin. D'où même, on m'a fait un abandon de poste, je me souviens, en disant que, bon, moi j'ai une condition avec l'école française, que si j'ai pas réuni l'équipe pluridisciplinaire qu'il m'impose, l'enfant ne pourra pas être scolarisé normalement dans l'école française. Donc la condition, c'est de rentrer en France chaque fois pour voir des spécialistes. Et ça n'a pas marché avec le boulot, bien évidemment. Il a fallu que je rentre. C'est étant ici qu'on m'a fait un courrier en me disant abandon de poste. Donc je vous perdez votre poste. Je perds mon poste. Et j'arrive ici, donc je suis dans l'obligation de laisser mon partenaire et de rentrer. Donc j'ai une vie de famille qui se disloque. Déjà. Arriver ici commence vraiment le parcours du combattant. Alors, arriver ici, il faut savoir qu'en France,
la France fait partie des pays les plus administratifs au monde. Un bout de papier peut prendre 5 ans pour l'avoir. Donc, comment commencer? Je mets quand même l'enfant à l'école, une école privée, parce que je sais que l'école publique ici avait déjà attiré mon attention en parlant d'assistance sociale, qu'il y avait une maltraitance sur l'enfant. Je me suis dit non, je vais payer une école privée, comme ça je ne suis pas confronté à ça. Malheureusement, dans cette école de bonnes sœurs, ce sont les bonnes sœurs qui me disent on croit que Warren a besoin d'un orthophoniste. Il a un problème au niveau du langage. Je dis bah non, à la maison il parle, sauf que bon, il monologue. Pour moi, c'était un monologue. Et finalement, on nous oriente vers l'orthophoniste. Et le premier rendez-vous avec l'orthophoniste dans la salle, mon fils s'est dirigé vers Dinosaure. Et elle n'est pas allée de midi à 14h. Elle a dit, je peux savoir, mais je ne me permettrai pas de diagnostiquer de suite. J'ai dit, pourquoi, madame? Elle me dit, quel type de jeu il a à la maison? Je lui dis, c'est vrai qu'il est plus attiré par des dinosaures, toute la race des dinosaures. Il dit, oui, effectivement, il peut être autiste. J'ai dit, ah bon, juste en voyant mon enfant jouer avec des dinosaures. Il dit, mais remarquez comment il aligne les dinosaures. Et pourquoi il n'est pas allé jouer avec des voitures comme les autres garçons? Pourquoi il n'est pas allé jouer avec autre chose? Les dinosaures, c'est très significatif. C'est pas pour rien que vous les trouvez ici dans mon cabinet. Je dis, ok. Donc là, on sort de là avec le papa, avec un nouveau mot. Autiste. On se dit, ok, un enfant autiste, c'est quoi? L'autisme, c'est quoi la maladie? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une pathologie? On ressort de là et là, on commence à s'informer. Il faut dire qu'à l'époque, avec mon travail, je suis entre 2 avions. Donc, j'ai quasiment pas le temps de m'informer là-dessus. Mais comme il s'agit de mon fils et de mon premier, je me dis, il va falloir quand même que je m'y mette, que je comprenne en tant que maman pourquoi il y a cette anomalie. Il faut comprendre que quand on fait un enfant, surtout son premier enfant, on se dit son enfant va suivre un cursus scolaire normal. Son enfant aura la même attitude que tous les enfants qu'on rencontre de la famille ou les enfants qu'on rencontre dans la... Mais il s'avère que le vôtre n'a pas du tout cette attitude-là. Il a un comportement limite, pas bestial, mais il n'a pas envie de vivre en société avec les autres. L'inclusion ne se fait pas aussi facilement avec les autres enfants. Et quand on rentre chez soi, qu'on a ce diagnostic qui tombe, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Autant on connaît la drépanocytose, on sait, mais ça vient de nous. Quel est le parent qui donne et comment ça se contracte? On pense au vaccin, on pense à comment on s'est comporté pendant la grossesse. Est-ce que j'ai bu abusivement? Est-ce que mon alimentation, pour la première grossesse, est-ce que j'ai eu à faire des activités qui ne correspondaient pas lors de ma grossesse? Mais c'est une multitude de questions qui tournent, qui taraudent dans votre cerveau. Et là, vous vous dites, mais comment ça m'arrive à moi? Et finalement, commence le grand combat de votre vie, Warren en tout cas. Warren qui est votre premier fils, mais qui est aussi le symbole de votre combat. De mon combat. Moi, j'aimerais vous poser la question parce que vivre avec un enfant autiste, vivre avec un membre de la famille qui est autiste, c'est être confronté à beaucoup plus de situations. Les regards de la société, la panoplie également, comme vous le dites, des démarches administratives, le suivi et bien d'autres. Cela fait combien d'années que vous surmontez cela? Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir surmonter cela? Et comment fait-on pour surmonter cela, je dirais? Alors moi, j'ai envie de dire que c'est Warren qui m'a donné cette force. J'ai envie de dire que c'est Warren. De par mon tempérament, je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Je suis quelqu'un qui fonce. Je suis une véritable fonceuse dans la vie. Mais je crois que cet enfant est venu changer mes traits de caractère. Alors, quand on apprend qu'on vit avec un enfant autiste et qu'au sein de la famille, il faut leur expliquer, parce que pour eux, quand l'enfant grandit, un enfant de 4 ans, 5 ans qui ne veut pas manger un repas normal, il mange des petits pots à 4 ans qui ne veut pas mâcher, on dit que c'est un caprice. Et quand l'enfant commence à se balloter, quand l'enfant commence à avoir des tocs, chez nous, au Congo, on dit vulgairement « niesa ». Il faut dire que l'autisme fait partie des troubles qui font que le comportement de l'enfant peut changer. Il reste stéréotypé au niveau des mouvements, au niveau des intérêts. Donc ce sont les mêmes intérêts quotidiennement. Et ça, il faut commencer à expliquer. Il faut commencer à se justifier auprès de la famille. Pourquoi Warren se comporte comme ça? Pourquoi Warren fait ceci?
parce que ça peut paraître banal, les exemples qui peuvent vous faire mal au cœur. J'ai une anecdote. Je vais au parc, la première fois que j'ai su que c'était difficile, c'était quand j'étais au parc avec Warren. Une fois qu'on a la maladie dans la tête, enfin, le handicap, j'aime pas trop prononcer le mot maladie, une fois on sait qu'il y a le handicap qui s'est installé, et qu'on a un nom précis sur le handicap, là, on commence à faire attention au regard des autres. Donc, un enfant qui peut parler seul, qui ne réagit pas, qui n'interagit pas, ou qui prend les choses au mot. Parce qu'il faut dire que les autistes prennent les choses au mot. Un exemple bête, prends la porte, il va se lever la porte. Il va partir avec la porte. Ça va être comme de la folie, interprété comme de la folie, ou comme étant de la maladresse. Mais ce n'est pas une maladresse, parce qu'ils perçoivent les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de filtre pour eux. Et au niveau de la famille, j'ai d'abord appris. J'ai compris qu'il fallait faire un travail au niveau de la famille avant de faire le travail à l'extérieur. Pourquoi? Trouver des méthodes pour que ma famille se sente à l'aise et pour que mon fils aussi se sente à l'aise. Quand il ne veut pas coopérer, vous le laissez tout simplement. Il va dans une pièce, il finira. Il ne veut pas le toucher, il ne veut pas dire bonjour, il a le regard fuyant. C'est normal, ça viendra, il ne peut pas s'adapter. Les odeurs, il ne supporte pas les odeurs, c'est normal. Il faut préparer. Je dois aller dans un endroit, je dois, moi, en tant que mère, me préparer pour cet endroit-là. Et dire que je vais arriver avec Warren. Warren, cet endroit doit être propre. Si cet endroit n'est pas propre, ça ne va pas correspondre. Ça crée des crises d'angoisse, ça me met mal à l'aise même personnellement. Donc ça, c'est un travail qui a été fait au sein de la famille. Au niveau du parc, comme je disais l'anecdote, au niveau du parc, c'est quelque chose, quand il était petit, avant réellement de découvrir ce qu'il avait, on partait au parc le soir. On ne partait plus l'après-midi. Pourquoi? Parce que je me prenais la tête avec toutes les mamans au parc. Parce que je ne me laissais pas faire. Pour eux, ce petit garçon sauvage, quand il va arriver, il va se mettre à mordre les autres. Donc les mamans, limite, elles cachaient leurs enfants. On aurait dit qu'il n'aurait pas sa place. Qui n'aurait pas sa place dans la société ou dans ce parc-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que je faisais, c'est que j'attendais qu'il fasse nuit pour descendre avec Warren. Et ça, c'était pas du tout correct. Le but était qu'il puisse jouer avec les autres. Mais il fallait attendre que les cousins, à qui on avait expliqué la situation, viennent jouer avec lui. On ne va pas attendre que tous les jours les cousins viennent pour qu'ils puissent jouer. Donc, ce qui faisait que l'enfant restait entre ses dessins animés et n'interagissait pas souvent avec les autres. Non. Ce qui est particulier, c'est que finalement, vous allez avoir d'autres enfants, à part Warren. D'autres enfants qui ne présentent pas le trouble de l'autisme. Comment ça s'explique? Parce que... Alors, pour l'avoir vu, j'ai vu des familles, depuis que je suis en train de mener ce combat, j'ai vu des familles où, dans la même fratrie, il y a 3 enfants autistes. 3 enfants autistes. Alors là, comment? On sait que l'autisme, c'est une maladie génétique. D'après les scientifiques, c'est une maladie génétique, mais c'est une maladie aussi due à l'environnement, dans lequel ça peut être causé par des infections. On parle de vaccins même. On soupçonne même qu'il y ait certains vaccins qui sont à l'origine de l'autisme. Et il faut dire aussi qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Ça, on ne l'a pas dit dès le début. Il y a, dont on parle des troubles du spectre autistique. Parce qu'il y a plusieurs formes. Chaque autiste est unique. C'est ça la particularité et la singularité. Tous les autistes ne se ressemblent pas. La forme la plus connue aujourd'hui, c'est l'autisme Asperger, qui est un autisme de haut niveau, qui est super bien accepté par le monde, parce que c'est intéressant. Là, on retrouve beaucoup de docteurs pour l'explication sur le film. On sait qu'aujourd'hui, Elon Musk, c'est un autiste. On sait que Lionel Messi, c'est un autiste. Mais on ne parle pas de la forme canaire, qui est la forme la plus sévère, qui aujourd'hui fait que le regard des autres, le public ne comprend pas. Les gens ne comprennent pas comment un enfant peut se mettre à crier seul, comment un enfant peut se mettre à taper, parce que piquer une crise dans un centre commercial, ou comment un enfant qui a des capacités de reconnaître, par exemple, la carte de la RATP, ne peut pas nouer son lacet, un simple lacet. Et ça peut partir dans tous les sens. Ça peut partir dans tous les sens. Donc d'où, pour moi, je dis, c'est très ambigu. C'est tellement... comment dire ça?
tout ce que je peux dire, c'est que chaque enfant autiste est particulier. Donc, il faut essayer d'y travailler. d'y travailler. C'est ce que vous faites finalement. Voilà, c'est ce que je fais. Vous avez créé l'association Célestone avec quel objectif et quel but? Alors, pourquoi j'ai créé l'association Célestone? Le but de l'association Célestone aujourd'hui, c'est d'accompagner les familles qui sont mal outillées, qui sont peut-être même pas au courant que leurs enfants sont autistes, et de pouvoir créer réellement une structure au Congo. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Créer une structure au Congo où il y aura vraiment toute une équipe pluridisciplinaire, des orthophonistes, des pédopsychiatres, des psys, des éducateurs spécialisés, des AVS, donc des auxiliaires de vie, et une structure où l'enfant autiste, peu importe son trouble du spectre, entrera dans cette structure et demain pourra effectivement être inclus dans la société. C'est quand même ça le but. Les emmener après à travailler, à être en relation. Certains ne pourront pas travailler selon la forme du trouble, mais d'autres ont tellement de capacités et que l'association Célestone se met un challenge de pouvoir ressortir ces capacités-là. On a cité tout à l'heure Elon Musk. C'est bien sa société américaine qui l'a ressorti. On va en citer encore. En France, il y en a que la société française ressort. Mais pourquoi pas chez nous au Congo? Donc le but de mon association aujourd'hui, c'est d'abord de créer, de sensibiliser. La première chose, parce que pour créer la structure, il faut bien que les Congolais soient au courant, informés sur ce que c'est l'autisme, pour qu'ils ne puissent plus rejeter les enfants. Donc aller dans les écoles, aller dans les hôpitaux, aller dans les institutions, les entreprises, parce qu'il y a des adultes autistes. Mais c'est tellement méconnu que l'attitude d'un adulte autiste, qui malheureusement n'a pas pu être diagnostiqué plus tôt, ne sera pas reconnue dans une boîte. Donc aujourd'hui, avec ce message que l'association Célestone fait passer à la télé, à la radio, certains au boulot auront un autre regard face à un collègue qui a une attitude, qui a un comportement, qu'on va dire, lourd. Mais il faudra le diagnostiquer. Alors, il n'est pas évident, notamment parce que la question de l'autisme en Afrique est très mal perçue, vraiment. Elle est très appréhendée quelquefois en sorcellement ou en voûtement, que les enfants autistes sont très rejetés de leur famille, de leur environnement et même du lieu dans lequel ils apprennent. Du moins, ils vont à pouvoir également être enseignés. Et c'est une grande problématique dans nos sociétés. Parce que d'un côté, il y a une absence de politique adéquate afin d'encadrer financièrement, mais aussi d'une manière pédagogique les familles et d'une manière sociale. Et de l'autre également, il y a l'inclusion au sein des familles qui pose problème. Vous qui habitez ici, forcément, la perception elle est différente, l'encadrement est différent. Est-ce que vous avez déjà eu à être confronté avec les réalités au niveau du pays, d'autant plus que votre terrain de prédilection, c'est le Congo. Congo-Brazzaville. Comment est-ce que vous avez souvent perçu cette question au sein de la société congolaise? Parce que souvent, les enfants autistes, je ne dirais entre certains termes, sont considérés comme étant des sorciers, des idiots. En tout cas, on y va avec tous les mots les plus avec forts. tous les mots les plus forts, les plus durs. Avec toutes les discriminations les plus fortes. Vous, comment vous l'avez perçu? Alors, comment je l'ai perçu? Déjà, le terme IESA, il est très lourd à supporter. Le regard de l'autre est difficile à supporter. Donc, quand on arrive au niveau du Congo, ce que j'ai pu percevoir au niveau du Congo, qui existe ici aussi en France, il faut le dire. Il ne faut pas voir que le Congo, ça existe partout. L'enfant autiste au Congo est considéré au même titre qu'un enfant albinos. Rejeté. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il est sorcier. Et fruit d'une sorcellerie, ou, encore plus aberrant, le papa signe un pacte. Il est devenu riche, donc l'enfant qui fait le travail, c'est cet enfant-là. Ça, on l'entend très souvent. J'ai vu des enfants au Congo enchaînés. Pourquoi? Quand tu demandes aux parents, mais pourquoi vous l'avez enchaîné, maman? Oh, Akuki Mambango. Donc, il va sortir de la maison. Je dis, mais c'est pas une solution. Et des enfants qu'on cache quand les invités arrivent. Pourquoi? Parce que les enfants autistes, ça fait certains bruits, certains, ceux qui sont, vu leur hypersensibilité, et on cache ces enfants-là parce que ça fait des bruits bizarres, ça a des gestuels bizarres, ça, tout ce qui va avec que les parents ne veulent pas que les invités
perçoivent. Alors, ça encore, c'est les parents qui sont issus de familles aisées, qui cachent, mais les parents qui sont dans la précarité, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe réellement? Nous sommes dans la précarité. C'est une charge en plus à nourrir. En fait, le parent congolais se dit, mais il ne va rien m'apporter. Je suis déjà pauvre. Je n'ai pas d'avenir. Aucune école ne va l'accepter. Moi, je dois aller vendre au marché. Je ne peux pas l'emmener au marché avec moi. Le regard d'autrui. Qu'est-ce que je fais? Je dois rester 24 heures à la maison. Parce qu'il n'y a personne qui m'a informé. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Puisque dans le quartier, on dit que c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je mets quelque chose dans la bouillie de l'enfant. L'enfant meurt. Combien d'autopsies se font au CHU pour savoir pourquoi un enfant est mort? Presque pas. C'est ce qu'on appelle les infanticides. Les infanticides, autant en Afrique qu'en Europe, c'est contrôlé. Il y a une enquête. Mais au Congo, qui contrôle ces infanticides? C'est-à-dire, à Bella Kilibomo, il avait eu mal au ventre, raison pour laquelle on a essayé de lui donner quelque chose, mais ça n'a pas marché. Arrivé au CHU, on emmène à la morgue. Ça fait un enfant autiste qui est parti. Ça soulage la famille. Mais est-ce que vous avez le droit de ôter une vie à un humain? Personne n'a le droit d'ôter, peu importe sa différence. D'où, quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait autour des infantistes, vu que moi-même je vivais ce rejet face à des amis. Quand vous arrivez au bureau pendant les anniversaires, c'est une réalité que je vis en France. Ramène ton fils, tout le monde ramène ses enfants. Quand vous entendez vos collègues parler, « Ah, mon fils a eu son brevet, mon fils a eu... » Mais vous n'aurez jamais ce sujet-là, parce que vous n'avez rien à vous dire. Il y a déjà un rejet, le regard de l'autre. Ramener son fils face aux autres enfants, et son fils qui n'interagit pas, c'est pas intéressant pour la société, parce qu'on vit dans la normalité. Nous, les neurotypiques, on se dit que tout le monde devrait être normal. Mais la normalité fait partie de nous, parce que nous avons des codes. Mais les enfants autistes, malheureusement, n'ont pas de codes. Et ils ne s'imprègnent pas des codes. Mais ils font des choses différemment qui peuvent être plus intéressantes que ce qu'on vit. Et ça, c'est mon combat au niveau de Brazzaville. Faire comprendre à une famille qu'un enfant autiste n'est pas une charge. En le sortant, en prenant une prise en charge très rapide, très tôt surtout, on peut en sortir des super génies. Les super génies, effectivement, on va revenir sur l'expérience avec Warren, qui est notre fils, mais qui a pu effectivement avoir un brillant parcours, notamment Warren qui travaille, et qui arrive pratiquement à très bien s'en sortir avec l'encadrement de sa maman. Mais il y a aussi un événement sur lequel comptez porter ce message, c'est le bal de charité en faveur des enfants autistes que vous organisez le 5 janvier 2024. Déjà à Brazzaville, et ça se tiendra à l'hôtel Elbow Suite également. Et ce sera vraiment un bal avec pas mal de choses au programme, mais surtout aussi le message autour de l'autisme. Vous nous en parlez un peu sur ce bal. Alors, pourquoi le bal? Le bal, comme je le dis, c'est la première pierre à l'édifice. J'aurais pu passer par des marches, comme le font certaines personnes dans d'autres pays, mais le bal me permet de ramener tous les acteurs, tous ceux qui ont on va dire, le portefeuille et le dernier mot, les agréments nécessaires pour ne pas avoir des difficultés. Et ça me permet, à travers le bal, de rappeler, de sensibiliser tous ces auteurs qui ont des grandes entreprises au Congo, tous ces ministères qui sont censés à la base accompagner, mais qui, je ne dis pas ne font pas, ils n'ont peut-être pas la méthode idéale pour leur inciter à ouvrir les yeux là-dessus, lors du bal, et bien évidemment à lever des fonds. Donc le bal, c'est une idée à la base, c'est même Warren qui est l'auteur, pour dire que c'est vraiment lui mon leitmotiv. Pourquoi je le dis? Parce que Warren voulait qu'on aille au Congo, il y a quelques années, pour ouvrir l'école, parce qu'on a l'occasion souvent de parler, et il me dit, le jour de l'ouverture de l'école, on invitera du monde, et on parlera de l'autisme. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que je suis en train de faire des démarches pour ouvrir une école. Personnellement, je ne m'attendais même pas à ce que ce soit grandiose comme ça.
les choses sont arrivées très, 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 très rapidement. Donc, d'où la proposition du bal. J'ai commencé à chercher des sponsors. Et sa vision à lui m'a permis à moi de pouvoir la ressortir en disant, mais on peut appeler tel ministre, on peut appeler telle ambassade, mais on s'est rendu compte dans la démarche du bal qu'il y avait beaucoup de fondations qui pouvaient répondre présent et qui se battaient pour la cause. Il faut dire que l'association Célestin, au départ, nous étions seuls. Nous étions seuls, puisque c'était le combat d'une mère pour son fils et pour aider d'autres parents à comprendre la pathologie de leur enfant et à les aider administrativement et à les aider peut-être à inclure l'enfant dans le système scolaire normal, mais avec des accompagnements. Mais aujourd'hui, le rêve de mon fils de pouvoir ouvrir une école commence à se réaliser. Et ça commence par ce bal. Voilà, donc vous êtes tous invités à Brazzaville le 5 janvier 2024 au bal de charité qu'organise l'association Célestin à travers cette affiche, effectivement. Donc, là, le grand bal de charité en faveur des enfants autistes. Vous avez tous les billets à tous les prix, notamment, et ce sera votre façon de pouvoir contribuer au combat que mène cette mère, ce combat noble et digne que mène cette mère de famille également, qui veut partager son expérience. Au programme, il y aura la participation des spécialistes, notamment qui viendront de France, également d'enfants autistes dans Warren. Warren qui sera l'un des intervenants. Voilà, oui. Qui est le fils de Madame Tati. Et vous aurez aussi des artistes, des entrepreneurs, les personnalités politiques et privées qui seront là. Et c'est une façon déjà de pouvoir dire merci à tous ces partenaires qui soutiennent également cette initiative. Je vois Bensi oui, Arrigo. Bensi, oui. Également, on a la fondation également Elvo. On a la fondation Congo Assistance. On a Canal+, on a la SNPC, RTL. Et puis, on a aussi Discount qui vous soutient. Il me soutient sur cette belle démarche ici en France. Alors, Warren, on revient sur Warren. Oui, on revient sur Warren, oui. Warren, finalement, on va grandir avec cette pathologie, également enfant autiste. Mais ce qui est plus merveilleux dans tout ça, c'est que Warren, aujourd'hui, il travaille. Donc, il a eu à bénéficier d'une formation. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Aujourd'hui, Warren travaille. C'est ce que j'ai envie de dire aux parents. Il y a aussi la volonté des parents. Certes, c'est le parcours du combattant ici pour pouvoir trouver une IME, pour que l'enfant commence son apprentissage. L'IME, c'est pas l'école, hein. Donc c'est des instituts médicaux spécialisés à la base. Et il y a toute une équipe. On retrouve des gens qui peuvent comprendre la forme de l'autisme de l'enfant. Il y a des méthodes telles que la méthode ABA, il y a la méthode PEX, ça dépendra de chaque enfant. Et Warren est arrivé à cette époque-là grâce à la ténacité de sa mère. Parce que ici, pour avoir une place, il y a des parents qui attendent 7 ans, 10 ans. Hier, nous avons fait un after work, toujours en faveur des enfants autistes. Il y a des parents qui ont témoigné, qui étaient là d'ailleurs, depuis 8 ans, 9 ans, ils attendent une place. Alors moi, je crois que dès le départ, je me suis démarqué. Pourquoi je le dis? Parce que dès le départ, on m'a dit 1 an. J'ai dit, il est hors de question. Moi, je dois aller travailler. 1 an, j'ai dit à mon fils, on te donnera une place. Et ça a été le CMP, l'hôpital de jour pour me dire qu'il va rentrer à la maison et après, on attendra d'avoir une place en IM. Non. J'ai écrit au maire de ma ville, à l'époque, j'ai tapé à toutes les portes. Et Warren a pu rentrer dans l'IME. Warren a commencé à l'IME. L'IME me disait, vous savez, aussi minime qu'il comprenne, ça ira. Le plus important, c'est qu'il apprenne à interagir dans la société. Warren, jusqu'à 13 ans, ne savait pas lire et écrire. 12 ans. 2 ans et demi, 13 ans. Warren a appris à lire et écrire à 12 ans. Grâce à l'IME, mais surtout grâce à sa maman. Parce que même les institutions vous interdisent, en fonction du handicap de l'enfant, de forcer les choses. Et comme c'est un problème du neurodéveloppement, ils ont peur en forçant les choses. Et moi, en tant que mère, j'ai trouvé ma méthode. J'ai trouvé ma méthode pour pouvoir travailler avec l'enfant. Et ça a marché.
l'école, on était fiers. Bien qu'ils n'étaient pas d'accord de ma méthode, mais au final, ça a arrangé Warren. Warren est resté à l'IME de 8 ans, jusqu'à 20 ans. Parce que c'est l'âge, à partir de 20 ans, il n'y a plus rien en France. Et il a été formé, il a passé des stages. Alors, il a passé des stages et il n'a passé aucun stage. Pourquoi Warren se retrouve là où il se retrouve? Warren n'a passé aucun stage. Il a fait, il a quand même fait un stage, mais c'était au sein de l'IME ou en ESAT. Mais les enfants restent toujours dans le même, j'ai envie de dire le même thème. Le but n'est pas de laisser nos enfants rester dans la même chose tous les jours. Quand on parle de stage aujourd'hui, un enfant de 15 ans, 16 ans, c'est le sortir de son environnement. C'est aller faire un stage à la banque, aller faire un stage dans une cafétéria, aller faire un stage dans un supermarché, dans une boutique. Mais malheureusement, pour Warren, ce n'était pas le cas. Il ne pouvait pas. Donc les stages, pour lui, ça a été un ESAT. Il a fait un stage en ESAT, toujours dans son milieu, pas dans un milieu ordinaire, comme ils le disent, toujours dans un milieu... Ils ont une expression pour dire que c'est un milieu contrôlé par eux, où l'enfant, s'il y a quoi que ce soit, on peut l'aider. Mais il n'a pas eu cette chance de faire un stage dans le milieu ordinaire. Et au final, par contre, il a été formé. Mais sa formation a été due au fait que Warren, il y avait un concours qui était fait par Médric Hotel. L'école m'a dit, Madame Tachin, vous voulez inscrire votre enfant, mais nous, on n'est pas trop d'accord parce que on n'est pas sûr que ça marche. J'ai dit, écoutez, je vous ai demandé pour que Warren aille au collège. Vous m'avez fait attendre des années et des années. Au final, Warren a 17 ans. Il n'a même pas eu l'occasion d'aller au collège. On a connu le Covid, 18 ans. Donc, je me suis dit, ça y est, dans 2 ans, c'est fini. Mais toujours dans le parcours, Warren a réussi à faire un rap où il parle de moi. J'aurai l'occasion de diffuser le rap de Warren, où il parle de moi. Je me suis dit, mais mon fils a beaucoup de capacités. Chaque chose qu'il touche, qu'il aime, parce que c'est ça aussi l'autiste. Il faut qu'il puisse aimer pour pouvoir interagir. Et effectivement, j'ai su mettre le point sur ce que mon fils aimait. Et je me suis accroché sur chaque point qu'il aimait. Et là, j'ai remarqué que chaque fois que je m'accrochais, il excellait. Pour le cas de la musique, il est slameur, il excelle dans ce qu'il fait. Et je me suis dit, il est très maniaque. Il y a un concours d'hôtellerie. Et dans le concours de l'hôtellerie, l'État exige à Médric de prendre des personnes en situation de handicap. Donc, je dis à la mission locale, parce que là, il sort maintenant, il commence à sortir du cadre, donc il faut qu'on commence à trouver un boulot. Les boulots réservés aux enfants autistes ici en France, c'est quoi? C'est le jardinage, c'est nettoyer les voitures, mais c'est vraiment des boulots, je ne dis pas que c'est rabaissant, mais ça reste des boulots sur lesquels une mère comme moi n'a pas envie que son fils aille faire. Je me suis dit, mais il est maniaque à la maison, c'est ça son toc. Il est très maniaque, tout doit être rangé au millimètre près, mais il peut travailler dans l'hôtellerie de luxe. Et je tombe sur ce concours-là. Je vais voir son éducatrice spécialisée, Émilie. Je dis, Émilie, est-ce qu'on ne peut pas tenter quelque chose là? Elle me dit, Madame Tati, je sais que vous me voyez très loin pour votre fils, mais là, c'est quand même, on parle quand même de Warren, qui n'a jamais fait le collège, qui n'a jamais fait le lycée, il a toujours été à l'IME. Je dis, vous le voyez ici dans la structure, et moi, je le vois quotidiennement. C'est mon fils, je dors avec, je me réveille avec. Donc, je sens qu'il y a des choses à faire. On dit, on teste, on fait un test. Je crois qu'il y avait 100, il y avait 100 pour la première partie, et il fallait en sortir 15 personnes. Warren est sorti sur les 15. Ils m'ont appelé. Tout l'IME m'a appelé. On a mis les photos de Warren dans l'IME. Pour nous, c'est une exception. On est très contents. Et finalement, vous y êtes allé jusqu'au bout de... Voilà. D'après eux, il fallait s'arrêter là. La première étape. J'ai dit non. J'ai dit à mon fils, non, Madame Tati, ne forcez pas. Vous ne pouvez pas continuer. J'ai dit à mon fils, on va y arriver. Et on est finalement arrivé sur les 5 places. Il faisait partie des 5. Il n'a jamais été dans un collège, jamais été dans un lycée, jamais été dans les apprentissages. Et aujourd'hui, c'est un excellent employé dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, oui. Et il fait la fierté de sa maman. Il fait la fierté de sa maman et il a travaillé au Phuket et là, il est au Mesturé. Et le Phuket, c'est quand même un emblème parisien. Ah, on parle de Phuket, on voit De Gaulle, c'est un emblème parisien. Donc, savoir que son fils sur lequel vous n'aurez pas parié, personne n'aurait parié sur Warren. Je ne crois même pas que ma famille aurait parié sur Warren. Mais de savoir, de le voir en costume, travailler au Phuket avec son badge Warren, on se dit, mais voilà.
Voilà, il y a du pari, dans ce combat, mais le combat, il est noble, comme je l'ai dit, et Madame Sedela Tati le mène vraiment comme une grande guerrière, comme une Amazone, j'aimerais dire. Si vous aviez un dernier mot, finalement, on va y arriver à la fin de cet échange. Si vous pouviez parler à la femme congolaise, à la maman congolaise, qui, elle, a un quotidien difficile, a du mal à s'adapter, à vivre, à surmonter également les inégalités et les discriminations face à cette question, face à la caméra, quel serait le mot que vous direz aux familles, mais surtout les femmes, parce que ce sont elles qui portent à dos ce combat, vous pour l'avoir vécu et vous également pour avoir pu surmonter jusqu'aujourd'hui, notamment, ce serait lequel? Alors, moi je dirais à la maman congolaise, à la jeune fille congolaise, peu importe le combat que tu mènes, maman, porter 9 mois, porter la vie, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi je dirais à la maman congolaise, lève-toi, crois d'abord en toi. C'est en croyant en toi que les autres autour de toi vont croire en toi. Mais écouter les autres à côté ne te mènera nulle part. Le symbole de ces destins, c'est une femme. La femme qui peut paraître complètement dénudée, complètement abandonnée, mais un symbole de force en même temps. Pourquoi? Parce que étant mère, en portant la vie, on a déjà, comme disent les scientifiques, le nombre de décibels lors d'une contraction qu'on peut supporter, aucun homme ne peut supporter cela. Donc c'est à nous les mamans de se lever d'abord pour que nos enfants, aussi handicapés que soient-ils, pour que nos enfants, aussi en échec scolaire soient-ils, aillent de l'avant. Mais pour ça, il faut d'abord croire à son propre produit, qui sont nos enfants, pour pouvoir les aider à aller plus loin. Donc les mamans, levons-nous. Levons-nous parce que ce sont des futurs présidents, ce sont des futures femmes d'affaires, ce sont des futurs cadres de ce pays, nos enfants. Il faut y croire, peu importe la précarité dans laquelle on se trouve. Moi, je crois. Et apprenons à nos enfants autistes, parce que c'est mon combat, le leadership. Il y en aura beaucoup, les enfants congolais. Mais ça, le message, c'est la maman. C'est la maman qui doit faire ce travail-là. C'est la maman qui doit se lever. À Madame la ministre de la Femme congolaise, s'il vous plaît, incitez, drainez les mamans à se lever pour l'éducation de nos enfants et pour supporter le handicap, surtout. Voilà, c'était mon message. Voilà, en tout cas, elle l'a dit, il faut oser le pari. Et la plus grande et la meilleure des façons pour pouvoir affronter la discrimination, c'est de s'accepter soi-même, c'est d'accepter son problème, mais aussi c'est de pouvoir le faire accepter autour de tous ceux qui sont autour de nous. Il est plus difficile de surmonter cette question en Afrique, il est certes vrai, mais rien n'est impossible. Avec le concours des autorités politiques, de tout un chacun, je pense que les enfants autistes finiront par retrouver une place de choix au sein de nos familles. Ils finiront par nous montrer de quoi ils sont capables, parce que ces enfants ont une intelligence, ils ont un don, ils ont aussi les capacités de pouvoir être des sujets plus inclus, plus importants et plus considérés. Voilà, c'était le mot de la fin. Un dernier rendez-vous, comme nous l'avions dit, le 5 janvier 2024 à Elbow Suite, les mamans congolaises, les autorités congolaises, Madame la ministre également de la condition de la femme et vous, tous les ministres également du gouvernement congolais, pour ne pas dire les entrepreneurs, les personnalités, les individus, venez massivement au bal de charité en faveur des enfants autistes. Et c'est aussi une façon pour nous de dire que tout est possible. Et avec ces destins, comme on le dit également, la femme déplace les montagnes. Et c'était le dernier mot, Madame Madina Sedela Tati. Merci beaucoup pour ce partage et surtout bon vent et bonne continuation sur ce noble combat. Voilà, la plus grande façon de pouvoir faire face à la discrimination, c'est de pouvoir croire en soi. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous croyons en ce combat que mène Madame Madina Sedela Tati. Nous avons été reçus dans ce super beau cadre de l'hôtel Intercontinental dans le 9e arrondissement de Paris. Et c'est une façon de remercier les responsables de cet hôtel qui nous ont permis de pouvoir échanger dans ce cadre, mesdames et messieurs. Je remercie Thierry Loukoussa à la réalisation pour ce numéro réussi. Et si d'ici là, nous ne nous voyons pas, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et pour ne pas dire à 2024,
pour de belles surprises. Prenez soin de vous. C'était Caféine, le café de l'actualité. Merci beaucoup.